L'immunité innée, exemple de la réaction inflammatoire. Le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules et de molécules qui contribuent au maintien de l'intégrité de l'organisme. Une réaction immunitaire est un mécanisme de défense de l'organisme en réponse à la pénétration de micro-organismes comme les bactéries ou de corps inertes comme les virus et à la présence de cellules anormales comme des cellules tumorales ou des cellules étrangères comme des greffes. Ainsi, par l'activité de ces différents effecteurs, organes, cellules, molécules, il réduit ou élimine le trouble qui est à l'origine de sa mise en action. Nous allons commencer ici par une présentation générale des deux types de réactions immunitaires. Tout d'abord, il faut savoir qu'en temps normal, le système immunitaire est dirigé contre tout ce qui est étranger au fonctionnement sain de l'organisme. Il va donc faire la différence entre deux choses, ce qu'on appelle tout d'abord le soi, c'est-à-dire toutes les structures moléculaires dont la présence dans l'organisme résulte de l'activité du génome. Donc sur ce document, c'est tout ce qui est tout à fait en haut. Et le non-soi, c'est-à-dire toute substance étrangère à l'organisme, donc ce qui est sur la partie basse du schéma. Donc si ces substances peuvent déclencher une réaction immunitaire, ce sont du coup des antigènes. Dans le non-soi, on peut avoir des exogènes pathogènes, c'est-à-dire qui déclenchent des maladies, et des exogènes non pathogènes, donc qui ne déclenchent pas des maladies, mais qui peuvent par contre déclencher par exemple des allergies, comme les grains de pollen. Et au milieu, entre le soi et le non-soi, on a ce qu'on appelle le soi modifié, comme les cellules cancéreuses, contre lesquelles l'organisme peut également se défendre. Alors, il existe deux catégories de réponses immunitaires, celle qu'on va appeler la réponse immunitaire innée, qui est commune à la majorité des animaux, plus de 95%, et celle qu'on va appeler la réponse immunitaire adaptative, qui elle est commune à tous les vertébrés, ce qui correspond à environ 5% des espèces. En ce qui concerne l'immunité innée, c'est une réponse qui est immédiate, moins de 24 heures, qui est génétiquement héritée et qui est présente dès la naissance. Donc il n'y a besoin de aucun apprentissage. Donc c'est une spécificité plutôt large et une réponse stéréotypée. De l'autre côté, la réponse immunitaire adaptative est une réponse non immédiate, plus de 24 heures. Elle se met en place lors de la première rencontre avec un antigène, donc elle nécessite un apprentissage, et forcément la spécificité va être plus étroite et adaptée aux antigènes rencontrés. En ce qui concerne les cellules impliquées, on va se concentrer sur les leucocytes, c'est-à-dire globules blancs. Leuco, ça veut dire blanc, et cyte, cellule. Donc, dans ces leucocytes, pour la réponse immunitaire innée, ça va être toutes les cellules qui sont marquées en vert, c'est-à-dire les cellules dendritiques, les macrophages, les mastocytes, l'ensemble des granulocytes et les lymphocytes natural killer, donc les lymphocytes NK. En ce qui concerne les cellules de la réponse immunitaire adaptative, ça va être toutes les cellules qui sont cette fois-ci marquées en rouge, donc à droite du schéma. On a d'une part les lymphocytes B et d'autre part les lymphocytes T, qui comprennent les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Lymphocyte, si on décompose le mot, lympho c'est pour lymphe et cyte pour cellule. On peut remarquer que les cellules de l'immunité innée, comme celles de l'immunité adaptative, proviennent des mêmes cellules souches, c'est les cellules souches de la moelle osseuse rouge. On remarque également sur ce document que toutes les cellules de l'immunité adaptative s'accompagnent d'une mise en mémoire. C'est ce qu'on voit avec les lymphocytes B, les lymphocytes T4 et les T8. Alors que de l'autre côté, dans la réponse immunitaire innée, il n'y a pas de mise en mémoire. Voyons à présent le cas de la réaction inflammatoire. Tout d'abord, il faut savoir que nous possédons des défenses physiques, peau et muqueuse, qui sont complétées par des défenses chimiques, larmes, sueur, mucus, etc., et biologiques, flore bactérienne présente naturellement sur et dans notre corps. Malgré tout, lorsqu'il y a des blessures, des morsures, des piqûres, des pathogènes peuvent pénétrer dans notre organisme. Il va y avoir donc une seconde ligne de défense qui va être opérationnelle pour pouvoir les neutraliser. Et cette défense, c'est la réaction inflammatoire aiguë. Quel que soit le facteur déclenchant, la réaction inflammatoire aiguë se manifeste toujours localement sur le site infecté ou lésé par les caractéristiques suivantes. Première, de la chaleur, ça va être à cause de la dilatation locale des vaisseaux. Deuxième, rougeur, ça va être à cause de l'afflux de sang au niveau de la zone infectée. Troisième, gonflement, à cause d'une sortie de plasma sanguin dans les tissus.
Et quatrième, la douleur, que l'on n'a pas chaque fois, qui correspond à la libération de prostaglandines par les tissus lésés qui stimulent les nocicepteurs. Ces manifestations résultent donc d'une succession de plusieurs phénomènes qui constituent la réaction inflammatoire et que l'on va voir maintenant. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des acteurs capables de lutter contre l'envahisseur. En effet, des cellules sentinelles de l'immunité veillent. Circulant dans le sang, la lymphe ou résidant dans les tissus, les cellules immunitaires, appelées globules blancs ou leucocytes, sont prêts à défendre le corps. Nous avons les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages qui sont les premières cellules à entrer dans l'action. Ce sont des cellules sentinelles. Ces cellules expriment à leur surface des récepteurs PRR. Ceux-ci reconnaissent une grande diversité de molécules répandues chez les micro-organismes, les PAMP. Il s'agit de composants de parois ou de membranes plasmiques des bactéries, des champignons, des protéines d'enveloppe de virus, etc. Et ça va être l'identification, comme on voit ici, entre un récepteur PRR et un PAMP qui va initier la réaction inflammatoire. Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère alors des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour le système immunitaire. C'est ce que l'on voit ici avec les différentes étapes. Certains médiateurs chimiques, tels que l'histamine, sécrétée par les mastocytes, va induire la dilatation des vaisseaux et leur perméabilité à proximité de la zone lésée. Il se produit alors une fuite de plasma dans les tissus ainsi qu'une arrivée de nombreuses cellules immunitaires circulantes dans la zone touchée. Les leucocytes circulants ralentissent au niveau de la zone infectée, puis ils traversent la paroi des capillaires et se retrouvent dans le tissu. C'est ce qu'on appelle la diapédèse. Une fois que tous ces phénomènes ont eu lieu, on va passer à ce qu'on appelle la phase effectrice, c'est-à-dire l'élimination des agresseurs. C'est durant cette phase que vont être éliminées les sources de l'agression. La phagocytose, que nous voyons ici, est la première ligne de défense mise en place. Les phagocytes, donc les macrophages, les cellules dendritiques et granulocytes neutrophiles notamment, englobent et digèrent les agents infectieux et ou les débris cellulaires après reconnaissance des PAMP ou de molécules de cellules lésées par les récepteurs PRR. La phagocytose s'effectue en 4 temps. Première étape, l'adhésion de l'agent pathogène. Deuxième étape, l'absorption et l'ingestion de l'agent pathogène. Troisième étape, la digestion de l'agent. Et quatrième étape, le rejet des déchets. La production de composés antimicrobiens par les phagocytes et les granulocytes dégrade des molécules essentielles des bactéries et entraîne en fait leur mort. On assiste en parallèle à un phénomène d'amplification. Les cellules qui sont circulantes et qui sont arrivées sur le lieu de l'inflammation libèrent à leur tour des médiateurs chimiques qui recrutent alors de nouvelles cellules immunitaires. On peut maintenant résumer l'ensemble de la réaction inflammatoire par le schéma ci-dessous. Dans un premier temps, tout à fait en haut au milieu, nous avons l'infection avec l'émission d'un signal de danger. En 2, la détection par les cellules sentinelles et en 3, la libération de médiateurs chimiques. Suivi de la vasodilatation, de la perméabilité vasculaire, tous les phénomènes qui entraînent rougeur, chaleur, gonflement. Puis ensuite le recrutement, la diapédèse donc des cellules de l'immunité et enfin l'élimination par phagocytose des agents infectieux. Lorsqu'il n'y a plus de signal d'alarme, que tout danger est écarté, la réaction inflammatoire prend fin grâce à la production de molécules anti-inflammatoires par des granulocytes neutrophiles et des macrophages. Cependant, si les agents infectieux persistent malgré l'inflammation, il y a alors prolongement de la réaction inflammatoire. On peut avoir ce qu'on appelle une inflammation chronique, et s'ils quittent le foyer infectieux et se répandent dans l'organisme, on parle alors de septicémie. Dans ce cas-là, l'infection est dite généralisée. Mais revenons à la réaction inflammatoire elle-même. Le déclenchement de la réaction inflammatoire et son maintien sont dus à des médiateurs chimiques. On l'a vu, histamine, prostaglandine, etc. Et la prostaglandine, par exemple, est fabriquée par les cellules sentinelles à partir de phospholipides membranaires, c'est ce que l'on voit ici, grâce à 2 enzymes. La phospholipase et la cyclooxygénase appelée COX. Pour stopper l'inflammation, il est alors possible d'utiliser certains médicaments. En effet, l'aspirine et l'ibuprofène, par exemple, sont des inhibiteurs de la cyclooxygénase. Ils vont alors empêcher la synthèse de la prostaglandine.
on dit que ce sont des analgésiques, c'est-à-dire des antidouleurs, et en même temps des anti-inflammatoires. On peut voir sur ce document le modèle moléculaire de la cyclooxygénase. Et on se rend compte que dans le site actif, l'acide arachidonique va pouvoir se transformer. Alors qu'à droite, le site actif de l'enzyme est occupé par la molécule d'aspirine, empêchant alors l'acide arachidonique de s'y positionner. Il existe également des anti-inflammatoires stéroïdiens tels que les corticoïdes, qui ont eux une action anti-inflammatoire générale en inhibant directement les mastocytes. À la fin de la réaction inflammatoire, si l'infection persiste, elle peut passer le relais à ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Ce que l'on voit ici, c'est qu'après digestion du pathogène, une partie des molécules restantes sont exposées sous forme d'antigènes sur des récepteurs membranaires des phagocytes. Donc si l'infection persiste, ces phagocytes, notamment les cellules dendritiques que l'on voit ici, vont pouvoir quitter le site de l'inflammation et migrer progressivement jusqu'aux ganglions lymphatiques. Une fois rendues au niveau des ganglions lymphatiques, elles vont pouvoir présenter les peptides de l'agent infectieux, donc les antigènes, à des cellules de l'immunité acquise, c'est-à-dire à des lymphocytes. Ainsi, elles vont déclencher une nouvelle phase de la réponse immunitaire adaptative. C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo.